Le jour de la rentrée scolaire était arrivé. Nous étions 5 enseignants, Monique Porcheron, en charge du cours préparatoire, Danielle Cadenne, institutrice au cours élémentaire première année, Joliane au cours élémentaire deuxième année, André Gault au cours moyen première année et moi-même dans la classe du cours moyen deuxième année. Nous avions tous, à peu de choses près, le même âge. J'étais le plus ancien. J'avais 32 ans. Joliane était la plus jeune. Elle avait 27 ans. Le conseil des maîtres, la veille de la rentrée effective des élèves, me permit de faire connaissance avec mes nouveaux collègues et de fixer avec eux la façon dont nous allions travailler ensemble. J'appris que Monique Porcheron avait, elle aussi, suivi le stage de mathématiques modernes l'année précédente et qu'elle n'en avait pas gardé un souvenir impérissable. Elle avait des soucis de santé. Elle était atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Cette affection était douloureuse et se traduisait par la déformation de ses doigts. Néanmoins, elle continuait à enseigner. Sa spécialité était la musique et le chant. André Gault avait eu un gros souci lorsqu'il avait été remplaçant dans l'île de Ré dans un centre éducatif qui recevait des enfants maltraités. Il y avait fait la connaissance d'une infirmière qui était devenue sa femme. Elle s'était aperçue qu'un des dirigeants de cet organisme se livrait à des pratiques pédophiles à l'intérieur de l'établissement. Elle en avait fait part à André. Ce dernier signala le fait à M. Gégou, l'inspecteur dont il dépendait. La personne mise en cause était un dirigeant influent dans le monde de la mutualité française et de la MGEN. À cette époque, cette sorte d'accusation était taboue. Les autorités administratives voulurent étouffer l'affaire. Comme André Gault insistait pour faire cesser les agissements du personnage, il finit par écoper d'une sanction administrative et il fut déplacé et nommé à l'Agor. En dehors de son métier d'instituteur, André s'occupait également d'un groupe d'enfants au club de l'ASPTT de La Rochelle, situé sur la commune de l'Agor. Il y entraînait une équipe de jeunes footballeurs de 10 à 12 ans. J'appris aussi que Madame Barou, la directrice qui m'avait précédé, n'avait pas brillé par sa présence. À l'évidence, elle attendait la retraite et cela expliquait en partie le désert en matière de matériel pédagogique dans l'école. Mes collègues étaient heureux de ma nomination. Nous allions pouvoir constituer une équipe jeune et dynamique. Je leur posai d'emblée la question du vouvoiement ou du tutoiement entre nous. Il fut décidé que le tutoiement serait adopté. Depuis peu, l'Éducation nationale souhaitait développer le sport à l'école et promouvait le tiers-temps pédagogique. Cela consistait à répartir la journée scolaire en 3 périodes. Le matin était réservé aux matières dites essentielles. L'après-midi était divisé en 2 parties égales. 1h30 était réservée aux matières dites d'éveil, l'histoire, la géographie et les sciences d'observation. L'autre 1h30 était réservée à la récréation d'un quart d'heure, le reste du temps devant être consacré à l'éducation physique et à la pratique de sports de différentes natures selon les possibilités de l'endroit. Le hic, c'est que beaucoup d'enseignants n'avaient pas les compétences requises pour assurer cette pratique sportive. Cela me rappela mes débuts à Montguyon, où j'avais, avant l'heure, mis en pratique, en partie, cette organisation de mon emploi du temps. André Gault nous fit une proposition surprenante. Je lui avais également indiqué mon activité passée récente à Beauvais, où j'avais largement pratiqué l'UCEP avec mes élèves. Au cours de la discussion que nous avions eue durant le conseil des maîtres, il avait aussi appris les capacités artistiques de Joliane en dessin. Et si nous divisions l'heure 15 située après la récréation de l'après-midi en 2 séquences, nous pourrions ainsi, à tour de rôle, en échangeant les classes entre nous, permettre à tous les élèves de l'école de pratiquer une activité sportive.
après avoir débattu, Monique Porcheron enseignerait la musique et le chant. Joliane aurait en charge le dessin et le travail manuel. Daniel Cadenne pratiquerait la rythmique avec les enfants dans la salle préfabriquée, située en face de l'école, après avoir obtenu l'accord de la mairie. Quant à André Gaud et moi-même, nous nous partagerions le sport. André s'occuperait de l'initiation au football, de la course à pied, sous la forme de courses de relais et de courses de régularité. Pour ma part, j'enseignerai le handball et je compléterai l'athlétisme avec le saut en hauteur, le saut en longueur et le lancer de poids. André avait une autre corde à son arc. Il souhaitait que nous préparions les lundis et que nous participions à la fête départementale qui était organisée chaque année par la Fédération des œuvres laïques. Sur le papier, tout cela avait fière allure. La mise en place de cette organisation fut facile. J'obtins de la municipalité l'installation de 2 poteaux de handball et le traçage du terrain dans la cour de récréation. Sa superficie était juste suffisante. J'en profitai pour demander également le marquage au sol des points nécessaires à l'entraînement des lundis. Le champ, situé devant l'école, était vaste et nous obtîmes également l'installation de buts et le traçage du terrain de football. Cela ne représentait pas une grosse dépense. Nous étions à la veille d'une élection municipale, le maire ne pouvait rien nous refuser. Nous pûmes, durant une année entière, tenir le rythme, mais il s'avéra qu'au niveau des petites classes, cette organisation n'était pas forcément pertinente. Il fut donc décidé les années suivantes de nous limiter aux 3 classes du cours élémentaire 2e année et des cours moyens pour ce tiers-temps pédagogique. Il avait toutefois l'avantage de permettre un vrai épanouissement sportif des enfants. Cette initiative eut un effet inattendu. Certains parents d'élèves furent inquiets de cette nouvelle répartition de la journée scolaire. Ils craignaient que leurs enfants n'aient pas un niveau suffisant en entrant en 6e. Pourtant, nous ne faisions qu'appliquer les nouvelles directives éducatives. Plusieurs parents vinrent me trouver pour me demander des certificats de radiation. Ils souhaitaient inscrire leurs enfants dans des établissements qui, selon eux, étaient plus à même de les préparer à poursuivre leur scolarité. Il y avait à Lagore une autre école dans le Vieux-Bourg. Elle comportait 6 classes et était située à 500 mètres environ de l'école du Treuil des filles. Elle était dirigée par une collègue, Madame Cormier, de quelques années plus âgée que moi. Elle me prévint qu'elle avait été sollicitée pour inscrire des enfants venant du Treuil et elle avait refusé. Je vis donc durant 2 ans des enfants partir, soit en cours d'année, soit au moment de la rentrée suivante de septembre. Ils allaient s'inscrire dans d'autres classes de la ville de La Rochelle. Curieusement, les années qui suivirent, la tendance s'inversa. Je dus même, par réciprocité, refuser d'inscrire les enfants de l'école du bourg de Lagore. Nous avions un périmètre bien défini et il était facile de s'opposer à ce transfert. Par contre, nous eûmes beaucoup de demandes venant de l'extérieur de la commune, et celles-là, il était beaucoup plus compliqué de les refuser. Nous n'avions pas de souci d'effectifs et nous ne risquions pas de suppression de classes. Que s'était-il passé pour que nous assistions à un tel retournement de situation ? Les parents, au bout de 2 années, s'étaient aperçus que les enfants qui sortaient du Treuil obtenaient d'excellents résultats au collège du Pas-des-Laquais. Par comparaison, les enfants qui avaient quitté notre établissement en cours d'année, pour certains, se trouvaient dépassés par leurs petits camarades restés au Treuil. Le bouche à oreille avait fonctionné et nous en récoltions les fruits.